Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre patience, déjà, ceux qui sont là et ceux qui sont en live. On a eu un petit souci. Merci d'être là, en tout cas, pour le premier meet-up dans ces nouveaux locaux qu'on a depuis peu et qu'on a rénové depuis peu. Donc, vous inaugurez ça. Moi, je vous prends juste 30 secondes pour vous rappeler, en tout cas pour celles et ceux qui ne savent pas, ce que Pix fait et où vous êtes. On est spécialiste sur Lyon, et ce depuis 15 ans, dans le conseil. Le conseil, c'est quoi? C'est accompagner la réussite des produits et des projets digitaux de nos clients en prestation, de manière assez classique, mais aussi sur des audits, sur de l'intervention ponctuelle et sur également de la formation, puisque nous sommes depuis, je dirais, 2 ans, agréés centre de formation. Donc on vous accompagne sur tous ces sujets-là, et j'oublie un autre accompagnement, qui est aussi le pilotage de projet. Et donc vous êtes ici pour assister à un super meet-up de la part de Kevin, à qui je laisse la parole. Alors, le temps d'accrocher le micro, hop, on va s'assurer qu'il tienne, c'est tout bon. Eh bien, merci Clément pour cette introduction. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur, c'est le DDD. Je travaille avec cette méthodologie depuis quelques années, et voilà, je vais vous la partager un petit peu. Alors, le DDD, ça répond à une situation que aucun d'entre vous n'a jamais connue, bien entendu. Un nouveau projet démarre, on va pouvoir potentiellement migrer du code qui avant existait sur un ancien format, on imagine un ancien ERP, quelque chose qui a 10-15 ans. C'est voilà, des situations qu'on affronte tous. En général, ce qui se passe, c'est qu'au début, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on s'en sort bien, on arrive à migrer les pages, on est sur un code plus récent, on contrôle bien ce qu'on fait, tout va bien, on se dit, on est dans le meilleur des mondes, dans 6 mois, on a fini. Sauf que petit à petit, au fur et à mesure qu'on ajoute de plus en plus de fonctionnalités, les liens intrinsèques entre tous les éléments du SI commencent à poser des problèmes. Et vous vous retrouvez, vous savez, dans cette situation où vous avez changé un truc à un endroit de l'appli et en fait vous avez un bug à l'autre endroit de l'appli. Si vous n'avez jamais connu cette situation, tant mieux pour vous, mais je pense que pour quasiment tout le monde, vous avez connu ça. Au final, ce qui se passe, c'est que changer quoi que ce soit devient d'un seul coup risqué. Donc vous augmentez les tests humains notamment, vous augmentez les validations et en fait votre vélocité va petit à petit s'effondrer. Au fur et à mesure des semaines, votre vélocité va tomber et vous allez être de moins en moins capable de sortir de nouvelles fonctionnalités. En général, le métier commence à vous sortir des phrases comme celles que vous avez à droite. C'était mieux avant, ah, avant ça fonctionnait, voilà. Oh, et puis de toute façon c'est complexe ce qu'on fait, donc du coup c'est normal qu'on ait du mal. Voilà. Alors justement, sur ce mot complexe, la langue française est faite comme elle est faite, on a les mots complexes et compliqués. C'est souvent 2 mots qu'on utilise pour dire exactement la même chose, c'est difficile. Sauf qu'en fait, derrière, il y a 2 sens. Complexe, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont imbriqués ensemble. Compliqué, c'est difficile parce que c'est le bordel. Voilà, parce que c'est brouillon et c'est mal organisé. Donc nous, notre enjeu, c'est traiter des sujets complexes, mais sans que ça devienne compliqué. Et c'est ça l'enjeu de notre boulot. Du coup, pour ça, je vous propose le Domain Driven Design. Voilà, c'est une méthodologie, alors là vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est une méthodologie qui se décompose en 5 étapes. D'abord, on va chercher à modéliser le métier, puis à concevoir, puis à développer, tester, et enfin affiner et faire des refactos. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait un magnifique cercle, ce qui veut dire que c'est un processus itératif, et on reviendra un petit peu dessus, mais c'est très important. Le DD, comme la plupart des solutions qui fonctionnent, en fait, se veut itératif pour qu'on puisse revenir sur notre code, améliorer notre code continuellement. Donc vraiment, le DDD, à la base, vous l'avez vu, première étape, modélisation du métier. C'est très important, Domain Driven Design, le domaine, c'est votre métier. Voilà, tout simplement, c'est votre business, c'est qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que votre société, elle fait. C'est vraiment exprimer ce que vous gérez dans votre logiciel. C'est vraiment ça le domaine. Donc le Domain Driven Design est vraiment centré sur ça, sur le métier et sur le fonctionnel. Donc la première étape du Domain Driven Design, c'est d'arriver à modéliser ce métier. Et c'est vraiment là que va se jouer la réussite de votre projet. Vous pouvez avoir la meilleure implémentation technique du monde, si votre modélisation elle a foiré, ça ne va pas marcher. Je ne dis pas que ce sera mauvais, mais en tout cas, vous peut mieux faire. Donc vraiment, c'est très important de faire ça. Le principe de cette conception se base sur ce qu'on appelle des bandits de contexte.
Ce sont des contextes découpés, limités, donc ils s'arrêtent à un endroit. Je vais essayer de vous expliquer rapidement par l'exemple ce que c'est, mais comprenez qu'en fait on va séparer, on va diviser pour mieux régner notre métier. Au lieu d'essayer de le gérer tout d'un coup, on va le gérer par petits blocs. Je vous propose d'imaginer un garage automobile. Ne lisez pas, c'est un peu, voilà, vous voyez que ça fait beaucoup d'essayer de décrire un garage automobile. Pareil, essayez de l'imaginer dans votre tête. Qu'est-ce qu'il y a derrière un garage automobile? Je reçois une voiture, un client, tac tac, derrière il faut commander des pièces, puis il faut des mécaniciens pour changer les pièces, ce genre de choses. J'ai essayé de modéliser ça dans un schéma. Est-ce que vous arrivez à comprendre le schéma? Genre, premier coup d'œil. Non, on est d'accord. Le pire, c'est que ce schéma, il est faux. Il y a des fautes absolument partout. Donc voilà, là j'en cite quelques-unes. J'en ai certainement oublié plein. J'essaye de corriger ce schéma. Est-ce que vous compreniez mieux ce qui se passe? Très bien, parfait. C'est le principe. En fait, le problème, c'est qu'on a essayé de modéliser l'intégralité de notre métier d'un coup, et donc on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, conceptuellement, ça fait trop de concepts pour un cerveau, et donc on se plante. Et en plus, on continuera toujours à faire des erreurs. Et le pire, c'est dès qu'on va chercher à ajouter quelque chose là-dedans, on va se planter encore plus. Donc la situation que je vous expliquais au départ, en fait, c'est dû à ça. Donc au lieu de chercher à tout faire d'un coup, on va découper. Donc typiquement, je vais vous prendre la réception du véhicule comme exemple. On est toujours un garage automobile, on reçoit un véhicule. Quand on reçoit un véhicule, on a donc une réception client avec un client qui va être reçu par un expert. On va vérifier s'il y a de la place dans le parking pour pouvoir stocker son véhicule. Donc si on prend son véhicule, il va bien falloir qu'on le mette dans une place de parking. Et derrière, si on ne peut pas prendre son véhicule, on va planifier un rappel. Voilà, modèle logique simple. Tout est simple, c'est bon, on peut recevoir un véhicule. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de créer un bandit de contexte. On a pris un processus métier, on y a associé un modèle cohérent sur lequel il y a un langage commun. Voilà. Sur ça, on va pouvoir faire plusieurs actions. On va pouvoir recevoir un client, on va pouvoir planifier un rappel, effectuer un rappel, stocker un véhicule, enfin accueillir un véhicule. Voilà. Vous voyez qu'il y a plusieurs actions sur ce même bandit de contexte, mais en gros, dans ce contexte, c'est ce modèle et toutes les actions qu'on va pouvoir faire dessus. J'enchaîne, j'en prends un deuxième. L'expertise du véhicule. Client et l'expert vont échanger pour parvenir à un devis. Donc on a reçu le véhicule, on a vérifié qu'on pouvait recevoir le véhicule, ce genre de choses. Maintenant, on va faire un devis pour le véhicule. Donc on a un devis, ça c'est l'objectif final, auquel va être attaché un véhicule, un client et un expert, donc nos acteurs et le véhicule. Et derrière, sur notre devis, on va avoir des réparations avec un coût des pièces. Encore une fois, très simple. Sauf que c'est un peu plus compliqué dans ce cas-là, parce que les pièces, il faut qu'on vérifie, est-ce qu'elles sont présentes en stock? Ou quel prix elles vont coûter? Sinon, ça va être difficile de faire un devis cohérent. Et là, vous vous dites, bah ouais, mais donc du coup, ton stock, il est où? Ton stock de pièces. On est d'accord qu'il n'est nulle part. En fait, c'est pas grave. Parce que justement, c'est ça le principe des contextes limités, des bandits de contexte. C'est qu'en fait, dans ce cas-là, est-ce que la pièce est disponible ou quand elle va être disponible et quel prix elle coûte? Ce sont des valeurs intrinsèques de la pièce. Toute la complexité derrière comment on récupère ces infos-là, on ne la gère pas ici. Ici, dans ce contexte-là, on considère que la pièce, elle a une date de disponibilité et elle a un prix. Encore une fois, dans ce contexte-là, du coup, les choses restent simples et restent compréhensibles. Mais donc, du coup, bien, étape suivante, on va vouloir donner ces fameuses pièces. On va vouloir donner ces fameuses infos. Et bien, c'est là qu'arrive l'étape d'après, on va rajouter une gestion du stock. Alors, attention, j'ai fait ça en quelques minutes, il y a peut-être des fautes. Mais l'idée, c'est, on a des pièces, on a un stock. Sur ces pièces et ce stock, on va pouvoir émettre des réservations. Je vais réserver une pièce, dire je vais devoir sortir cette pièce du stock dans 2 semaines. On va pouvoir faire des commandes, dire je vais recevoir cette pièce dans 2 semaines. Ces commandes de pièces vont pouvoir être faites auprès du fournisseur. Voilà, par exemple. Encore une fois, on est sur quelque chose de simple. Conceptuellement, à chaque fois, chacun de ces petits schémas est beaucoup plus simple à comprendre que le premier que je vous ai présenté. Voilà. Et très rapidement, vous pouvez m'expliquer en gros à quoi sert ce modèle. Donc ça, c'était la première partie, modélisation du métier. Derrière va suivre une phase de conception architecture et de développement. C'est dans cette phase-là qu'on va commencer à rentrer un petit peu. Donc, c'est ce que je vous disais, la première phase, donc toute cette phase de design et de découpage de votre métier,
c'est la phase sur laquelle va se jouer la réussite du projet. Sur l'implémentation, donc que ce soit l'architecture conception ou que ce soit le développement, c'est là qu'il ne faut pas planter le projet. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez plus le réussir, c'est déjà joué. Le rater, ça se joue encore là. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif, c'est d'avoir une implémentation dans le code qui soit fidèle à tout le travail de conception qu'on vient de faire avant, tout le travail de modélisation qu'on vient de faire avant. Il faut en plus arriver à produire du code qui est facile à maintenir et à faire évoluer, et qui en plus est compris par tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas que les devs, c'est même le métier doit essayer de comprendre ce qui est fait. Donc même vos PO, par exemple, doivent comprendre ce qui est fait. Idéalement, un PO peut prendre votre code, le lire, enfin, il peut limite ouvrir GitLab, et il peut naviguer dans GitLab, il peut aller regarder les règles métiers. C'est déjà arrivé, vous pouvez demander à Bertie Frémaux, chez Altis. Voilà, je travaillais avec elle, elle vous en parlera si vous voulez. Bertie, si tu regardes, toujours un plaisir. Donc voilà, donc cette implémentation, il y a plein de concepts. Donc on va repasser un petit peu sur ces différents concepts dans la suite de la présentation. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est surtout pas d'être exhaustif. Je peux pas. J'ai pas le temps en 40 minutes. Et en plus de ça, les méthodes, enfin la manière d'implémenter évolue. Donc en fait, plus que de vous donner toutes les pièces, tous les outils, etc., mon but c'est plutôt de vous donner des billes. Allez chercher par là, allez chercher par-ci. Et en fait, de vous dire qu'est-ce qui est intéressant, sur quoi vous devez prioriser vos recherches, si vous voulez vous lancer. Donc c'est une implémentation technique, on rentrera un petit peu dans le détail, mais voilà à peu près à quoi ça ressemble. Voilà, on va rentrer dans le détail. L'idée, c'est que quand on reçoit une entrée de l'utilisateur, cette entrée de l'utilisateur va passer dans une première couche qui va gérer vraiment les détails lorsqu'on reçoit une requête, comment on transforme la requête, est-ce qu'il y a certaines actions à faire juste sur la requête. Ensuite, on va passer par une couche dite d'application qui, elle, va gérer est-ce que c'est un use case qu'on gère, est-ce que c'est un use case qu'on traite, est-ce que les informations que tu m'as envoyées sont valides ou pas. Derrière, on va soumettre ça à notre métier va effectuer l'action. Et afin d'effectuer l'action, parfois, il va aller chercher des informations ou il va interagir avec d'autres systèmes, et ça va passer par l'infrastructure. Donc, chaque gros carré a sa responsabilité. Comme dit, on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard. Alors, vous vous dites, OK, ça sert à quoi, Kevin? Parce que bon, c'est une bonne question. Dans les désavantages, vous l'avez vu, il faut réfléchir en amont. Genre pas mal. Il faut se poser beaucoup de questions sur notre métier. Deuxième chose, je viens de vous le montrer quand même, vous l'avez compris, ce n'est pas l'architecture la plus simple qui tourne. Je veux dire, il y a des choses quand même beaucoup plus simples d'un point de vue architecture. Donc la première implémentation est un petit peu plus fastidieuse techniquement. Et aussi, c'est une méthodologie, pareil, qu'il faut apprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, ce n'est pas une méthodologie qui se contente des développeurs. Il faut aussi apprendre ça au PO, il faut aussi apprendre ça au métier. Enfin, il faut expliquer à tout le monde quelle est la méthodologie. Donc tout ça, c'est les désavantages. Les avantages, c'est que du coup, on a une application qui répond réellement aux besoins du métier. On évite d'avoir des objets parasites, on pourra en parler un petit peu plus tard. Ce genre de choses qui vont faire que notre application, en fait, ne répond pas réellement aux besoins évoqués par le métier. La collaboration entre les devs et les fonctionnels, donc les PO, les PM, etc., est totale. Parce que vous l'avez vu dès le départ, il y a des discussions avec eux, chose qui parfois n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'équipes. Vous avez le PO qui a sa vision, les développeurs qui ont leur vision et ils ne se comprennent pas trop. Ils parlent un espèce de langage entre les deux, ça s'appelle le lead dev, mais à part ça, ils ne se comprennent pas. Donc voilà. Lisibilité du code et maîtrise de l'application accrue. Maintenant, c'est évolution de l'application, c'est ce que je vous disais, et les tests qui sont facilités. Parce que, bon, écrire des tests, ça va bien 2 minutes, c'est quand même un peu relou. Donc quand on se facilite la tâche, c'est mieux. Alors là, vous êtes tous convaincus, j'en suis sûr. Il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu? Non mais voilà, on va imaginer que vous êtes tous convaincus. Eh bien, calmez-vous, le DDD ne s'applique pas à tous les contextes. C'est ce que je vous disais, c'est long à mettre en place au début, et en plus, il faut se poser beaucoup de questions sur notre métier. Si notre métier il est déjà résolu, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les questions, elles ont déjà été posées. Typiquement, vous voulez faire un blog. Un blog, MySpace a répondu à toutes les questions du métier du blog il y a 15 ans. Ne cherchez pas à refaire MySpace, utilisez MySpace. Pareil pour du WordPress, pareil pour des sites de vente e-commerce très basiques. Dans le cas de Mister Auto, c'est un peu différent. C'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'un site de vente classique. Il y a tout l'aspect approvisionnement, etc. Mais voilà. Par contre,
Pareil, tout ce qui est site jetable, POC, vous savez, des petits sites que vous pouvez faire de, voilà, oh, il nous faut un site web pour 6 mois. Voilà, pareil, n'y pensez pas. C'est ce que je mets aussi, on ne peut pas faire du DDD seul. Donc si en fait vous êtes le seul à penser DDD et le seul à vouloir faire du DDD dans votre boîte, il va d'abord falloir le vendre avant de le mettre en place. Par contre, il est particulièrement pertinent, c'est quand il y a un métier fort, assez unique, donc typiquement des ERP, ce genre de choses, quand le métier sous-jacent est complexe, et surtout quand on veut une application qui va durer des années. Donc encore une fois, l'exemple des ERP colle très très bien, c'est des applications qui vont durer 10 à 15 ans en général, donc le DDD est très très pertinent. Alors les devs, par où commencer? Donc c'est là que ça va se corser un petit peu, et c'est là qu'on va rentrer justement dans les détails d'implémentation dont je vous parlais avant. Avant même de parler des DDD, solide. Si vous ne connaissez pas les principes du solide, je vous invite à aller les réviser. Si un jour vous avez un conseil à donner à un développeur, vous avez un développeur débutant qui vous demande qu'est-ce que je peux regarder en premier pour progresser, quoi que ce soit, solide, vous ne pouvez pas avoir tort. Vous l'aiderez à un point dans sa carrière, enfin voilà. Donc commencez par là, c'est fondamental. Voilà, je ne repasserai pas dessus parce qu'on ne va pas avoir le temps. Hop, du coup, factoriser. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Dans beaucoup de projets, on aime factoriser, c'est-à-dire qu'on aime faire une seule fois, on aime faire les choses qu'une seule fois. En DDD, ce n'est pas forcément une bonne idée. Le but de la factorisation, c'est de concentrer tout à un seul endroit pour réutiliser constamment la même chose. Le but du DDD, ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire de séparer les différents processus et les différentes responsabilités. Si je reprends l'exemple du client, dont vous vous souvenez tout à l'heure, lorsque le client, une fois qu'il est créé dans la base de données, typiquement, est-ce que le gars qui va faire la réparation du véhicule, est-ce qu'il a quelque chose à faire de pouvoir changer l'adresse mail du client? Non, ce n'est pas à lui de le gérer. Lui, il veut juste la lire, peut-être l'adresse mail, mais il ne veut pas la changer. Et surtout, il n'a pas à la changer lui. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le client, c'est peut-être le même concept derrière, mais il n'y a pas forcément les mêmes actions en fonction du contexte dans lequel on est. Donc techniquement, dans l'implémentation, c'est peut-être pas le même objet. Pareil pour le véhicule, pareil pour plein de choses. Donc voilà. Pareil, on va chercher à séparer les interactions qui sont possibles, c'est ce que je vous disais, les responsabilités. Donc avoir des objets génériques, en général, c'est un piège en DDD. Au contraire, on va éviter d'avoir un objet un peu générique qu'on va essayer d'utiliser partout. Parce que d'un seul coup, on va retomber exactement dans ce qu'on avait au départ, des objets qui font tout et donc du coup, on ne les comprend plus. Donc voilà. Donc en général, au contraire, on va chercher potentiellement à dupliquer et surtout à mettre tout ce qui est logique métier, on va la garder dans les bundles de contexte. On ne va surtout pas les mettre dans un espèce de shared ou de core dans lequel on aime bien mettre client parce que client on l'utilise partout. Si jamais vous... Voilà. Donc mutualiser, on évite, à chaque fois c'est une véritable réflexion et surtout on va le faire pour des utilitaires techniques. Donc par exemple vérifier qu'un numéro de téléphone existe. Oui, voilà, ça c'est une logique que vous allez mettre en place partout, pas besoin de la dupliquer, c'est en plus la même à chaque fois. Donc là pour le coup ça fait vraiment sens. Mais voilà, vraiment pour des petites logiques de validation, des petits utilitaires techniques. La vraie logique métier, on va éviter de la factoriser en général. Ensuite, en DDD, il y a un principe, c'est le principe de couche et de layer. Donc, je vous en parlais un petit peu plus tôt avec ce fameux schéma-là qu'on retrouve. La couche la plus importante, c'est le modèle logique, c'est le métier. C'est là que va se trouver vraiment la logique de votre business. C'est là que va se passer toute la magie, j'ai envie de dire. C'est ici que vous allez mettre ce qu'il y a d'important, c'est là que vous allez faire vos tests notamment. L'application, c'est tous les scénarios qui sont exécutables sur le domaine. Donc typiquement ici, on va retrouver bien les schémas qu'on a vus au tout début. Et bien ces schémas-là, les objets, on va les mettre là-dedans. Ici, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire sur les schémas. Donc typiquement, réserver le véhicule, planifier un rappel, effectuer le rappel. L'infrastructure, c'est tous les détails d'implémentation lorsqu'on émet des demandes. Donc typiquement, j'ai besoin de récupérer des informations quelque part, infrastructure. Présentation, c'est quand on répond à des demandes. Donc quelqu'un veut par exemple réserver un véhicule, enfin réserver une place de parking, très bien, il va faire appel à notre présentation. C'est là qu'on va gérer tous les détails d'implémentation. On va repasser un tout petit peu là-dessus, mais voilà. Ce qui est très important, c'est que ce domaine, il faut vraiment comprendre que c'est le temple. Voilà, il faut que notre domaine soit le plus propre possible. Donc pour ça, on dit que le domaine ne dépend de rien. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais dites-vous que si vous, par exemple, vous êtes en PHP, vous avez les use dans les fichiers, votre domaine ne peut use que lui-même.
Je vous laisserai imaginer tous les défis qu'il peut y avoir derrière. Au début, c'est très déstabilisant. Au bout d'un moment, c'est totalement naturel. Mais voilà. L'application est le passage obligé pour lancer une action sur le domaine. Ça, c'est ce que je vous disais. Et l'infrastructure et la présentation sont à la périphérie. Donc là, tout à gauche, parfois, vous voyez des espèces d'oignons comme ça. Voilà. L'infrastructure et la présentation, c'est complètement à la périphérie. Alors, on va se focus un tout petit peu sur le domaine. Le domaine, c'est ce que je vous disais, c'est la partie la plus importante. Une chose très très importante, lorsqu'on conçoit le domaine, c'est de complètement oublier le comment c'est stocké. Les perfs, toutes ces notions-là, on les oublie. Dans le domaine, ce qu'on veut, c'est répondre aux besoins métiers évoqués qu'on a vus au tout début de la présentation. C'est vraiment la seule chose qui compte. Tout ce qui est performance, tout ce qui est comment on le sauvegarde en base de données, ce sera traité dans les autres couches, notamment l'infrastructure. Voilà. Donc, oubliez tout ça lorsque vous concevez. Un très bon exemple, ce n'est pas quelles données sont dans ma base, c'est quelles données je veux pour répondre à mon processus métier, à mon besoin métier. Voilà. Vraiment, ça force au début à complètement inverser le raisonnement. Donc, vous ne vous souciez pas du performance, vous ne vous souciez pas aussi de comment vous allez stocker les choses. Vous pourriez le stocker dans des fichiers texte, hein. Ça marche. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non, mais ça marche. Voilà, sachez-le. Hein. Hop, là je vais vous parler d'un autre concept très important qui s'applique au domaine. C'est ce qu'on appelle l'Anemic Domain Model. Un excellent article que je vous conseille, qui a vraiment changé ma manière de développer, que j'ai lu il y a 8 ans de ça, et je m'en souviens comme si c'était hier. Donc vraiment, je vous le conseille. L'Anemic Domain Model, c'est ce que vous ne voulez pas faire. Si jamais. Si vous tapez Anemic Domain Model de Martin Fowler sur Google, vous le trouverez tout de suite. Ce que vous voulez faire, c'est au contraire un Rich Model. Donc, l'Anemic Domain Model, c'est un anti-pattern que je vais essayer de vous expliquer très très rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans plein de projets, hein, pas seulement en DDD. Donc, l'idée du Rich Model, c'est que la logique est portée directement par les fameux objets dont on parlait au début. Dans un modèle anémique, les objets sont vides et à la place, la logique se trouve dans une espèce de couche de service. Si vous faites du Symfony, vous l'avez forcément fait. Non, mais voilà, on l'a tous fait. Voilà. Donc, pour essayer de l'expliquer rapidement, c'est est-ce qu'il est préférable qu'une personne, elle marche, juste elle peut marcher, ou qu'elle soit obligée d'avoir une canne ou un déambulateur pour marcher? Si vous répondez réponse 2, vous êtes vraiment bizarre. Voilà. Et bien, c'est exactement pareil pour les modèles. Imaginez que les modèles, c'est les personnes, imaginez que les services, c'est la canne ou le déambulateur. Le mieux, c'est que votre modèle il puisse fonctionner de lui-même. S'il a besoin des services pour pouvoir fonctionner, c'est dommage. Donc un exemple pour revenir sur quelque chose d'un peu plus concret par rapport à ce qu'on disait au départ, c'est mieux d'avoir un modèle qui fait la différence entre le stock de voitures et le stock de pièces. Si vous avez un objet stock dans lequel vous avez des voitures et des boulons, aux dernières nouvelles, on ne stocke pas des boulons sur des places de parking et on stocke encore moins des voitures dans des boîtes qu'on met dans des étagères. Voilà. Donc plutôt que d'avoir un objet stock générique et un service par-dessus qui va faire la distinction entre les voitures et entre les boulons, ayez un stock de voitures et ayez un stock de boulons. Voilà. Hop, je rentre un petit peu plus dans le détail. Dans l'idéal, un modèle rich ne comporte aucun setter. J'irai même plus loin, aucun getter. Mais pour le moment, on va s'en retenir au setter, hein, étape par étape. Il contient des actions du métier. Un petit exemple. Donc là, on a un objet search. Donc l'objectif, c'est de faire des recherches par compétence, par groupe et par utilisateur. Ça, c'est mon interface. En face, j'ai mon objet search. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de setter. À aucun moment, je suis en mode ah bah vas-y, set-moi les compétences à montrer. Non, j'ai une fonction toggle qui exprime le métier. Je peux activer ou désactiver les compétences que je veux montrer. Voilà. Alors vous allez vous dire, Kevin, t'as pas tout mis. Effectivement, j'ai pas tout mis. Mon objet search est abstract, c'est le but, parce qu'on a plusieurs types de recherche. Donc par exemple, on a la recherche par compétence, la recherche par groupe et la recherche par compétence et utilisateur. Et bien vous pouvez voir que plutôt que d'avoir un objet search dans lequel j'ai 36 000 if compétences, if par groupe, if par user, etc. Et bien à la place, chaque type de recherche, j'en ai fait un objet. Et donc dans ces objets, vous avez de la configuration potentiellement. Bah voilà, dans ce cas-là, dans le cas d'une recherche par compétences et groupe, je peux faire des recherches par compétences, je peux faire des recherches par groupe, mais je ne peux pas faire de recherche par utilisateur.
Mais il peut y avoir des cas plus complexes, que ça, typiquement en config, vous auriez eu un petit peu de mal à le faire. Eh bien, search by compétence un user, toggle compétence, c'est uniquement si j'ai déjà sélectionné un utilisateur. Si j'ai sélectionné un utilisateur, alors j'ai le droit de rechercher par compétence. Mais d'abord, je dois le faire par utilisateur. Donc voilà. Et à la fin, est-ce que j'ai le droit d'avoir un résultat? Bah, tout à gauche, là, pour les compétences, il faut avoir sélectionné une compétence. Ça paraît évident si on veut un résultat sur la recherche. Pour compétences et groupes, eh bien pareil, il faut avoir sélectionné des compétences et des groupes. Et pour compétences et user, pareil. Donc vous pouvez voir que j'ai exprimé ma logique métier directement dans mes objets, plutôt que de mettre en place une couche de service au-dessus. Beaucoup auraient recours, par exemple, au pattern stratégie ici. Voilà. Plutôt que d'utiliser le pattern stratégie, on va plutôt mettre en place des objets comme ça. Hop. Alors après, il y a des choses encore un peu plus poussées dans le DDD. C'est ce qu'on va appeler les agrégats. Je ne rentrerai pas trop dans le détail sur les agrégats, mais l'idée, c'est qu'en fait, on va regrouper les objets par ensemble, par grappe d'objets métiers. Donc l'idée de regrouper les objets par ensemble, c'est typiquement agrégat, donc on va avoir plutôt que de gérer tous les objets indépendamment, on va avoir une grappe d'objets qui fait sens en tant que grappe. Si on reprend le devis du départ, vous vous souvenez le devis avec les réparations dessus, plutôt que de modifier une réparation, ce qui va du coup impacter le devis, on va modifier le devis, qui du coup va impacter les réparations, mais vu que c'est le devis qui change, il est directement au courant de ce qui se passe dans ses propres réparations. Alors que les réparations ne connaissent pas forcément leur devis. Vous voyez le délire. Donc c'est ça l'utilité des agrégats en fait, c'est d'avoir des objets un peu plus riches dans lesquels on pilote réellement les interactions. Voilà. Pareil, je ne rentre pas trop dans le détail, mais n'hésitez pas à aller rechercher, c'est une notion un peu plus complexe pour le coup, mais ça peut vraiment vous aider à bien modéliser votre domaine. Alors là, je vous propose de passer un tout petit peu du côté de l'infrastructure. La corruption, c'est le mal. Si vous avez joué à Warhammer, vous le savez déjà. Mais si vous faites du développement informatique, c'est un petit peu différent. Donc, dans le développement informatique, la corruption, c'est quoi? En tout cas, en DDD. Au début, on a modélisé un super modèle. On avait des idées avec des objets métiers, ce genre de choses. Et en fait, la corruption, c'est de compromettre ce modèle pour répondre à des problématiques purement de développement. Donc, typiquement, un cas basique que vous allez avoir, c'est « Ah oui, alors… là, c'est 3 champs, mais dans ma base de données, c'est stocké en un seul. Donc du coup, dans mon objet, il faut que j'ai un seul champ. Si vous avez déjà utilisé Doctrine, vous avez forcément eu le problème. Voilà. Donc en général, on ne va pas mettre Doctrine dans nos objets métiers en DDD. Si jamais. Voilà, ça c'est un exemple de corruption. On a compromis notre modèle pour pouvoir répondre à une problématique purement technique. Pareil, parfois, les choses sont stockées dans une seule table, alors que vous voudriez que ce soit séparé en 5 objets différents. Eh bien, construisez 5 objets. N'ayez pas un seul objet qui contient les 5. Hop, tac, 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 tac. Corruption, c'est mal. Donc, du coup, pour contrer ça, on met en place ce qu'on utilise, ce qu'on appelle des ACL. Alors là, je vous ai mis un petit peu un schéma qui représente un ACL. Globalement, s'il fallait que j'essaye de l'expliquer, vous avez un domaine qui fait appel à une interface. Ça, c'est le D de solide, inversion de dépendance. Voilà. On appelle une interface et l'infrastructure va répondre à cette interface. Comme ça, notre domaine ne dépend pas de l'infrastructure, si jamais. Dans notre infrastructure, on a notre service qui va faire appel à un repository, le petit truc qui va gérer précisément les interactions avec la base de données. La base de données va nous répondre et c'est là qu'on va utiliser potentiellement un adapteur dont l'interface est connue par le domaine et c'est ça qui va nous permettre derrière de créer nos objets métiers. Voilà. Ça, c'est un petit exemple d'ACL. Si jamais, vous pouvez jouer avec. Vous avez plusieurs en plus patterns ici. Le pattern factory, je vous invite à vous renseigner. Vous avez aussi le pattern builder qui est pas mal utilisé. Adapteur, repository. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur toutes ces notions-là. Mais voilà. Je voulais revenir sur quelque chose d'un peu plus global, tout ce qui est événements. Les événements, c'est génial. Ça décorrèle tout. Les événements, c'est chiant. Ça décorrèle tout. Ce qui veut dire que quand vous faites CTRL-clic dans votre IDE, il ne trouve pas votre IDE. Et plus largement, en fait, étant donné que les événements décorrèlent tout, eh bien, c'est plus difficile de suivre ce qui se passe au sein de votre application. En général, moi, ce que je vous dirais, c'est
Au niveau des événements, conservez-les pour ce qu'on appelle les effets de bord. Si jamais, voilà. Lorsque vous devez faire appel à quelque chose d'autre pour récupérer de l'information, n'utilisez pas des événements. Le principe même d'un événement, c'est que normalement, il n'y a pas de retour. Ça veut dire que vous allez être obligé de créer un autre événement pour gérer le retour. Casse-bonbon, quoi. Non, faites un appel direct. Par contre, dès que vous êtes sur des effets de bord, typiquement, j'ai accueilli le client, il va falloir réserver les pièces. On a accepté sa voiture, le devis a été fait, il va falloir lancer la commande des pièces. Si la commande des pièces ne se fait pas tout de suite ou qu'elle échoue, ce n'est pas dramatique. On a la voiture du client, il faudra peut-être le rappeler, lui dire bah, on est désolé, les pièces arriveront une semaine plus tard que prévu, mais en soi, ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne vous a pas empêché de recevoir le client et de lui faire un devis. Voilà. Donc pour les effets de bord, très pratique les événements. On a oublié un truc. Et oui, on a oublié quelque chose. Vous vous souvenez, là on a vu ces 3 pastilles, mais on n'a pas vu les tests et l'affinage et Refacto. Alors les tests, je sais que je vais tous vous faire chier, mais c'est important. Voilà, les développeurs en général, on n'aime pas ça. Le DDD facilite grandement les tests si jamais. Les différentes couches qu'on a pu voir, eh bien en fait, mettre en place une stratégie de test en DDD, c'est nettement plus simple. Vous prenez votre domaine, vous prenez votre application, testez tout, vous ne posez pas de questions. Sincèrement, vous ne le regretterez vraiment pas. Sur le reste, bah voilà, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Moi, je vous propose de tester un petit peu les adapteurs, c'est pas mal. Mettez en place des outils de code coverage qui vous permettent de vous assurer que c'est bien ça que vous avez testé. Et vous verrez que très rapidement, vous pourrez savoir si votre code, en fait, il est testé aux endroits où ça fait sens ou pas. Et en plus, étant donné que tout a été découpé, bah, vos tests unitaires, voire d'intégration depuis l'application, seront assez faciles à mettre en place. Voilà, parce que vous savez exactement quoi moquer, quoi. Vous moquez votre infrastructure, c'est bon. Fin du problème. Donc voilà. Après, il y a plein d'autres types de tests. Analyse statique, PHP Stan, PHP CSFixer si vous êtes sur PHP, si vous travaillez sur Java ou d'autres, voilà, vous en avez aussi. Validateur de règles d'architecture, DepTrack. Je vous le conseille vraiment, ça permet de vérifier les dépendances dans votre projet. Donc, est-ce que vous respectez bien les couches, ce genre de choses. Les stress tests, donc tests de montée en charge, voilà, tout un tas de joyeuseté. Les refactos sont essentiels à la réussite du DDD. C'est ce que je vous disais, ça fait un rond, pour une bonne raison. Vous allez vous planter. Voilà, ce que vous allez faire ne sera pas parfait la première fois, c'est pas grave. Donc voilà. Soyez d'accord avec l'idée qu'il va falloir revenir sur ce que vous faites, qu'il va falloir améliorer ce que vous faites. Donc pour ça, il faut réserver du temps dans les sprints pour pouvoir gérer ça. Ce temps doit être réservé, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes dans un truc où en fait vos refactos, vous allez devoir les chiffrer contre vos bug fixes, contre les évolutions, ce genre de choses, elles vont tout le temps perdre. C'est-à-dire que dès que la pression va augmenter, on va vous dire « Oh, la refacto, ça attendra ». Sauf qu'il faut qu'elle soit faite. Donc, franchement, réservez du temps dans les sprints et faites-le. Voilà. Le mieux, c'est que votre PO soit au courant et que votre manager soit au courant et que tout le monde soit d'accord avec cette idée-là. Si ce n'est pas le cas, bah, faites-le en soum-soum. Hein. Je vais être franc, hein. Parce qu'en fait, il faut que ce soit fait. Voilà. Bien sûr, préférez être en accord avec eux, c'est quand même mieux. Mais voilà. Est-ce que je peux appliquer tout ça à mon projet? Alors, si vous n'êtes pas en DDD, eh bien sur tout ce qui est existant, contrairement à ce qu'on a vu depuis le début, où il faut partir de là pour tourner, lorsqu'on est sur de l'existant, en fait, cette partie-là, elle a été faite déjà, malgré vous. Donc en fait, pour relancer la boucle, il va falloir partir d'une étape sur laquelle vous avez le contrôle et qui va vous permettre de relancer la boucle un peu plus facilement, et c'est l'étape dev. Voilà. Et pareil, au niveau des couches, il va falloir prendre la chose à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du domaine pour aller vers l'infrastructure et la présentation, on va faire l'inverse. On va partir présentation, infrastructure et on va remonter vers le domaine. Voilà. On inverse en fait la boucle et c'est ce qui permet en fait de reprendre le contrôle derrière sur cette fameuse boucle, sur ce fameux cycle de conception et de développement. Donc l'idée, c'est de décorréler toutes les implémentations. Si vous n'êtes pas en DDD, vos implémentations sont liées à votre domaine et donc du coup, c'est ça qui va vous empêcher de faire évoluer votre domaine et de le mettre en place. Donc commencez par décorréler et ensuite vous allez pouvoir itérer. Voilà. Donc c'est vraiment ça, l'idée. Si vous êtes par contre sur des ajouts, eh bien là, faites-le dans le vrai sens. Si vous êtes sur des ajouts, si vous êtes sur une nouvelle fonctionnalité, faites-le dans le vrai sens. Ok, ma fonctionnalité a besoin de quoi? Quel est le modèle qui se trouve derrière, etc. Et là, relancez la boucle depuis le départ. Dans ce cas-là, ignorez complètement l'existant.
presque envie de dire, si vous êtes sur une nouvelle code base, bah, vous êtes sur une nouvelle code base. Si vous êtes dans un nouveau dossier qui n'a aucun lien avec vos dossiers existants, vous êtes dans un nouveau dossier qui n'a aucun lien avec vos dossiers existants. Mais vraiment, ignorez complètement ce qui a été fait avant, potentiellement. C'est pas grave. Voilà. Et ça, l'idée, c'est de relancer la boucle. Voilà, voilà. Ah, ça marche. C'était la dernière slide en plus, hein, donc c'est parfait. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, merci pour votre attention. Comment on vend au server management? Très bonne question. Les gens qui signent les checks. Comment on peut leur vendre ça et j'ai vu la question juste derrière. Comment on peut leur vendre ça eh bien, en fait, c'est sur le long terme. Clairement, si on essaye de... Il faut être honnête. Ça, par contre, c'est... Voilà. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire comprendre que si on ne passe pas par ce type de conception pour faire, par exemple, quelque chose comme un ERP, il y a un moment où ça va devenir trop complexe et en fait, la charge allouée au bug va être plus importante que la charge allouée à l'innovation, à l'évolution du système informatique. Donc, il faut vraiment réussir à le vendre comme ça, à le vendre sur la durée. Donc, sur un ERP qui va durer 5, 10, 15 ans, facile. Sur un site avec une durée de vie un peu plus courte, 6 ans, plus compliqué, et c'est normal parce que moins pertinent. Donc voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Il faut arriver à vendre ce côté mise en place un peu plus longue, mais qui va réellement répondre à vos attentes et qui derrière sera plus simple à maintenir. Du coup, ouais, j'avais une question sur tout ce qui est validation des modèles. Ouais. Parce que les modèles ont des règles métiers Ouais. pour valider les données qu'on leur donne. oui. Mais jusqu'où ils vont dans la donnée, par exemple sur une API? Est-ce qu'ils vont valider uniquement qu'un email est valide ou aussi par exemple qu'un email ne peut pas être vide ou, Ouais. Enfin tout ça, ils vont Alors, dans la validation. Alors la question, parce que je ne suis pas sûr qu'on l'entende dans le micro, c'est les validations, comment sont-elles gérées globalement? Alors, si je reprends un petit peu... Et notamment avec des validateurs comme ceux de Symfony, comment Voilà. ça peut s'intégrer dedans par exemple? Alors, par rapport à ça, si on reprend ce schéma, cette bestiole-là, en fait, il y a différents niveaux de validation. Il y a ce qu'on va appeler les validations de format ou de surface. Donc typiquement, c'est ce qui va vous sortir des erreurs 400, des bad requests. Présentation. API Platform le fait super bien pour vous, vous emmerdez pas. Hein. Non mais sincèrement, voilà, si vous ne voulez pas utiliser API Platform, très bien, utilisez autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des outils qui existent. Par contre, pour tout ce qui va être des erreurs plus métiers, donc typiquement des 422, en mode le format était juste, mais les données que tu m'as envoyées ne sont pas cohérentes. Ça va être dans le domaine qu'il va falloir le mettre en place. Et donc, c'est l'application qui va vérifier la cohérence des données avant de l'envoyer au domaine. Ça, c'est vraiment l'idée. En fait, on va vérifier la cohérence des données en entrée avant de les envoyer à la couche domaine. Donc, tout ça va passer par un processus de validation qui va se faire via des value objects. Je sais pas, voilà. Value objects, s'il y en a qui ne connaissent pas, ce sont des objets qui n'ont pas de cycle de vie. C'est-à-dire que contrairement à un client qui a un ID et qui peut être modifié, typiquement, il peut changer d'adresse, l'objet adresse, lui, si on le modifie, en fait, on crée un nouvel objet adresse. L'objet adresse en lui-même n'a pas de cycle de vie. Parfois, l'adresse, c'est un mauvais exemple parce que parfois, on y associe une adresse mail, on y associe des personnes. Et là, notre objet adresse, il devient une entité. Mais si c'est vraiment l'adresse physique, le 41 rue des Bebions, machin, ça, c'est de l'ordre du value object. Donc, en fait, on va utiliser des value objects pour pouvoir valider les informations qui doivent rentrer depuis l'application pour savoir si c'est valide ou pas. Et dans ce cas-là, renvoyer une 422. Et après, potentiellement, tu peux avoir des validations sur les données qui vont venir de ta BDD. Pareil, dans ce cas-là, c'est tes adapteurs qui vont faire ce travail. Ils vont te dire, ah, est-ce que la donnée qui vient de ma BDD est valide ou pas? En tout cas, au niveau du format, est-ce qu'on est déjà valide? Ça va être tes adapteurs. Et ensuite, au moment de la construction, ça va être tes factories, tes builders qui vont vérifier que les données que tu leur donnes, pareil, elles sont correctes et elles te permettent de build ton domaine. Voilà, l'idée c'est globalement ça. Est-ce qu'on peut utiliser Symfony pour ces fameuses règles de validation-là sur les value objects? Je déconseille très fortement. Voilà, je déconseille, voilà, tu peux pas. Et au-delà de c'est dans le métier, en fait, les règles de Symfony vérifient des règles de cohérence globales, on va dire, sur l'objet,
comment dire ça? Tac, 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 tac. En fait, ça va être très difficile avec des règles comme ça qui se basent sur tous les champs. Par exemple, tu peux avoir dans un certain état de ton objet, tel champ est nullable et c'est normal. Mais dès que tu passes au deuxième état, ça devient plus compliqué. Là, il ne doit plus être nullable. Et en fait, dans ce cas-là, ce genre de test un petit peu Symfony, bah, en fait, tu as plus vite fait d'écrire des value objects et de gérer des vrais états de ton objet, tu vois, avec un objet par état, ce genre de choses. En fait, c'est un peu un faux gain de temps. Parce qu'au début, tu vas gagner du temps, mais plus tu vas avancer et plus tu vas en perdre, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question globalement, mais voilà. Et du coup, pour aller plus loin, deux questions. Ouais. Comment tu mets ton DVD en place avec un Symfony de base? Et est-ce que tu peux nous donner la troisième dimension avec les bundles contexte? Avec les bandits de contexte? Ouais. Alors, par rapport à Symfony, Symfony fonctionne très bien sur tout ça. Voilà. Sur tout ça, il fonctionne très bien. Sur le domaine, on oublie. Tu n'as pas le droit. Donc voilà. Symfony, alors, quand je dis tu n'as pas le droit, ce n'est pas totalement vrai parce que ton injection de dépendance, par exemple, tu vas utiliser Symfony. Et ce n'est pas un problème. Tu ne vas pas réinventer l'injection de dépendance. Surtout que ça ne fait pas de use dans tes fichiers. Donc, il n'y a pas de souci. Ton domaine reste intègre. Donc voilà. Sur tout le reste, la présentation, je vous en parlais, API Platform fonctionne très bien. Si vous voulez utiliser Doctrine pour votre infrastructure, vous pouvez le faire. Attention, il y a des dérives avec l'utilisation de Doctrine. En général, les gens ils se disent « Oh, c'est chiant ici, je vais le plugger là. » Ouais, non. Mais typiquement, côté infrastructure, voilà. Moi, je sais que là, chez Jacques et Metal, on a fait le choix de se passer de Doctrine. Mais par contre, on passe quand même, donc non pas par l'ORM, si je ne me trompe pas, qui gère justement les objets, mais par tout le PDO et toute la surcouche PDO de Doctrine, qui, elle, fonctionne très très bien. Tu peux avoir aussi les événements. Les événements, typiquement, tu vas avoir des événements qui vont être émis au niveau de l'application. Bah, très bien, utilise les événements de Symfony, tu vois. Ce genre de choses. Donc voilà, globalement, l'idée, c'est vraiment Symfony fonctionne très bien sur toute cette partie-là et justement, essaye de l'utiliser au maximum. Par contre, sur le domaine, essaye de ne pas l'utiliser du tout. Voilà, sauf injection de dépendance. Là, pour le coup, ça facilite vraiment la tâche et ça ne corrompt pas les fichiers, donc pas de souci. Tu fais de la vraie PO dans ton domaine? De la vraie PO? De la vraie préparation. Ouais. Et on évite complètement utilisation de tout outil du framework, de tout ce qui est doctrine, etc. C'est vraiment les exemples qui me reviennent en tête. Pareil, on parlait de la validation, on va éviter d'utiliser du Symfony pour ce genre de choses, tout ce qui est gestion d'événements. Donc voilà. Sécurité, pareil, exactement. Typiquement, ta sécurité, toute la partie authentification, en fait, elle va être faite à l'entrée. On va identifier l'utilisateur. Après, ça va devenir un objet, cet utilisateur. Donc voilà. Soit un objet qui, derrière, est intégrant au domaine, mais pas forcément. Tu vois, ça peut être juste un objet en fait, qui n'interviendra pas du tout dans le domaine. Ou alors, c'est un objet dont on va aller chercher certaines informations pour les rajouter à notre query qu'on va envoyer à notre application. Par exemple, on a besoin du nom de un utilisateur a passé une commande. On a besoin d'ajouter son nom à la commande. Sauf que dans les informations qu'on nous a envoyées, il n'y a pas le nom de l'utilisateur. Il est authentifié. Pourquoi on nous enverrait le nom? Bah, très bien, on récupère son token, on le rajoute dans la query et on envoie ça à l'application. Et bah après, ça fait partie de la query, donc du coup, ça devient un autre argument, enfin ça devient une propriété comme une autre de notre action, en fait, de notre process. C'est plus du tout un objet Symfony, en fait. C'est plus le user Symfony. C'est, voilà, potentiellement, c'est un value object user. Potentiellement. Deuxième question, c'était, excuse-moi. Ouais, les bandits de contexte. Alors, l'idée, il y a deux approches. Il y a des gens qui aiment bien avoir les 4 dossiers et derrière les splitter en bandits de contexte. J'ai essayé de faire ça, c'est super chiant. Franchement, faites l'inverse. Faites des gros bandits de contexte et dedans, ayez les 4 couches. Et voilà. Et le lien entre... Ouais. Alors, c'est ce que je disais. Par exemple, si on a un objet qui est présent dans 2 bandits de contexte, bah attention, potentiellement, c'est des faux amis. Donc, on va modéliser un objet client dans les 2 bandits de contexte. C'est pas grave. Après, par contre,
par exemple, la partie recherche de ce client dans la base de données. Imaginons que tu as une requête qui te ressort tout de ton client. Ça, tu pourrais très bien le mettre dans ton infrastructure, dans un shared. Get client by ID, boum, il faut que j'ai cette table et puis voilà. Le problème de ce genre de raisonnement, c'est que très souvent, tu ne veux pas juste le client. Tu veux le client et un petit extra. Et en fait, dans ce cas-là, cette logique que tu as mis dans ton shared, en fait, tu la réutilises réellement jamais, tu vois. Donc voilà, l'idée, elle est là. Mais voilà, typiquement, dans ton shared, tu pourrais mettre ce genre de choses. Mais par contre, ton objet client, lui, va être dans tes différents contextes. Et tu joues avec une interface sur l'ensemble de tes... du coup, tu as appelé ça des modèles dans ton domaine. Ouais. Du coup, tu joues avec des interfaces, par exemple une interface client pour dire que tu as certes deux clients qui sont implémentés différemment dans ton contexte. Et tu les rattaches sur une interface ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Pas spécialement. En fait, tu les laisses vivre complètement indépendamment. En fait, ils n'ont pas besoin d'être liés si ce n'est pas la même chose et s'ils ne doivent pas gérer la même chose. Surtout que, si vous vous souvenez des principes de solide, alors celui-ci, il faut que je m'en souvienne, c'est lequel déjà? Non, justement, ce n'est pas le I, c'est lui le D. J'ai un doute. Mais dans les interfaces, on fait de la ségrégation par les interfaces. Si, c'est le I. Ségrégation par les interfaces, donc on ne met pas une interface générique pour l'objet. On met une interface pour l'objet dans un scénario d'utilisation. Donc du coup, tu vois, ça répond un petit peu à ta question. En fait, une interface générique, en quelque sorte, ça n'a pas vraiment de sens, au final. Tu vois? Je fais une grosse globalisation parce que ce n'est pas totalement vrai. Il y a des moments où ça fait sens, mais voilà. Voilà. Ça répond à ta question, du coup? Si tu t'en poses plein, c'est normal. La question sur la question de l'infrastructure et de la sauvegarde de ton client. Ouais. Et vu que tu sauvegardes pas les mêmes données, c'est pas grave. Du coup, tu as plusieurs systèmes d'enregistrement. Ou alors, tu peux en avoir qu'un seul. Doctrine, ça redonne pas. Ou alors, tu utilises qu'un seul et tu le mets dans le shared. Et tu dis, quand je sauvegarde dans cette base, bah voilà, ça passe par ça. Tu peux. Le truc, c'est est-ce que c'est pertinent de regrouper cette logique? À chaque fois, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et si tu regroupes de la logique, si tu factorises, éventuellement, ça ne va pas être sur de la logique métier, ça va être sur des implémentations. Elles, tu peux les factoriser autant que tu veux, ouais, si tu veux. Voilà. C'est juste qu'en fait, très souvent, plus tu creuses et plus tu te rends compte que les factoriser, bah, en fait, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à la base. Voilà. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais. On est d'accord que les infrastructures, elles ne sont pas forcément liées à une source de données, mais ça peut être... typiquement, je travaille sur des microservices, quand on fait du domaine développement, ça peut nous arriver de, si on a un provider qui tombe derrière, de devoir switcher de provider, et quand on va dans la factory, c'est eux. En fait, donc la question c'est, on est d'accord que notre infrastructure est agnostique de ce à quoi elle se branche. Globalement, c'est ça la question. Effectivement, dans l'infrastructure, on va avoir donc un service en général qu'on va appeler provider. Voilà. Et en fait, ce service, lui, il est lié à des repositories. Je dis bien à des repositories. C'est ces repositories-là qui vont gérer les détails d'implémentation à chacune des sources de données. Le cache, une BDD, un service Elasticsearch, une API, un fichier texte, voilà. Et bah, vous pouvez avoir autant de repositories que vous le voulez. Voilà. Donc vous allez avoir votre service qui va appeler tous ces repositories. Potentiellement, vous pouvez avoir un système de stratégie dans lequel vous testez les repositories les uns après les autres. Si tu as quelque chose dans le cache, tu récupères du cache. Si tu n'as rien dans le cache, tu vas à base de données. Si tu n'as rien dans la base de données, tu vas dans l'Elasticsearch, etc., etc. Généralement, on va mettre Elasticsearch avant la base de données, il est plus rapide. Mais voilà, vous voyez l'idée. Donc voilà, vous pouvez, effectivement, c'est complètement agnostique. Alors, c'est tout le principe, hein. Le domaine, en fait, est agnostique de tout, vu qu'il dépend que de lui-même. Donc c'est pareil côté présentation, hein. Vous pouvez utiliser API Platform, vous pouvez utiliser des commandes batch, enfin CLI, vous pouvez voilà, utiliser tout ce que vous voulez, hein. Si demain vous voulez mettre en place, il y a les appels curl et les appels, putain j'ai oublié, horrible là, où il faut des fichiers XML là, pour les paramétrer. SOAP, voilà, merci, putain, c'est dire. Non mais voilà, si vous voulez mettre en place du SOAP, vous pouvez. Oui, oui. Désolé Brian. Non mais voilà, bah en fait vous pouvez. Ouais. Du coup, le service il sert à quoi si la logique métier elle est dans le... Lui? Ouais. Bonne question. Il sert à coordonner les repositories.
En fait, parfois, tu vas avoir des objets un peu plus complexes qui vont demander en fait, à appeler 5 repositories pour récupérer toutes les données. Bah voilà, ce service-là, c'est ça son objectif, c'est de coordonner les repositories. C'est lui qui fabrique les agrégats? En fait, c'est lui qui va coordonner la récupération et la fabrication va se faire ici. Voilà. Lui, en fait, il va coordonner la récupération des datas. Elles vont être envoyées à un builder ou à une factory et c'est lui qui va réellement construire l'objet. Ça peut être aussi des implémentations. Par exemple, on peut avoir une interface envoyer mail Ouais. et la mettre en infra, envoyer mail via Exactement. le système, soit c'est une API, soit c'est Mm. mail ou autre. Ouais, je le répète dans le micro, mais effectivement, on peut avoir, en fait, côté infrastructure, il n'y a pas que de la récupération de données, il y a aussi, il faut que j'envoie un mail. Bah, via quel service je l'envoie? Mailjet ou autre, voilà. Ça peut être aussi, on parlait de la sauvegarde de données, ça peut être donc des services de mail, ça peut être aussi de l'émission, de l'appel à des API pour pouvoir déclencher des actions autre part dans un autre service, enfin voilà. C'est pas forcément de la base de données, hein, pas du tout. Voilà, voilà. C'est vraiment toute interaction avec un autre système. Ouais. Pareil, la gestion de, enfin je crois que tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais la communication qui se fait entre le domaine et l'infrastructure, ça peut se faire par événement. Typiquement, j'aurais besoin d'avoir des notions de retry si tu n'es pas forcément sûr de ce qui se passe derrière ton infrastructure est stable. Ouais. Ça passe par un bus de communication, par exemple. Alors, le truc, c'est que dans ton domaine, mettre en place un bus, en général, ton bus, il ne va pas être agnostique. Non, justement, pas au niveau du domaine, mais que ça se passe pas entre le domaine. Voilà. En fait, en général, typiquement, si... En fait, traite ton bus comme une base de données. Tu dois mettre quelque chose dans ton bus. Donc, en fait, tu as ton domaine qui appelle une interface. Cette interface dit, il faut sauvegarder ce truc-là. Tu as un service qui répond de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il met quelque chose dans ton bus. C'est bon. Et derrière, bah, vu que c'est décorrélé, bah, la sauvegarde, tu la traiteras ailleurs. Tu auras quelque chose qui viendra répondre à ton bus et qui fera la sauvegarde. Ce quelque chose, il peut être très bien dans l'infrastructure, mais du coup, vu qu'il est décorrélé, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et du coup, tu vas bel et bien le gérer côté infra, pas côté domaine. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Sur la question de l'atomicité. Oui. Est-ce qu'il y a une certaine limite? Je pense notamment à ton plugin contexte. Ouais. Alors. Qui est trop limité, du coup, en fait, tu te retrouves plus à faire de la programmation, tu te retrouves à faire des bouts de trucs où tu as des vecteurs dans tous les sens. Alors, exactement. Ça, c'est le côté le plus chiant. C'est qu'il n'y a aucune règle sur comment diviser ce truc-là. Je ne peux pas vous donner une règle simple. Voilà. La meilleure règle que je puisse vous donner, c'est faites en sorte que ça reste intelligible. Si vous ne comprenez plus ce qui se passe, vous avez certainement trop d'objets. Voilà. Ça, c'est la meilleure règle que je puisse vous donner. Donc typiquement, ça on le comprend, ça on le comprend. Si là je commence à rajouter le stock, les machins, les bidules pour déduire le prix, etc., on ne comprend plus. On oublie, on le sort. Voilà. En général, il vaut mieux un petit peu trop découper pour rassembler après, plutôt que l'inverse. Parce que découper quelque chose qui a été noué, relou. Voilà. Rassembler des choses qui ont été un peu trop découpées au début, perso, je trouve ça un peu plus facile. Voilà, c'est mon avis. Mais voilà. Après, dans cette phase de conception, entre guillemets, c'est là où il faut prendre le temps. Hein. C'est posez-vous la question, ben voilà, tiens, j'aimerais rajouter ça là-dedans. Ah ouais, mais ça me fait rajouter un objet. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Voilà, à ce moment-là, arbitrer. J'en ai pas parlé, mais justement, c'est ce que je disais, je crois, à un moment. Bah, je l'ai peut-être enlevé. Mais en gros, l'idée, c'est conserver tout ça intelligible. Dites-vous, j'aimerais rajouter un processus quelque part. Est-ce qu'il colle à un bandit de contexte existant? Si oui, mettez-le dedans. Si il faut peut-être ajuster le bandit de contexte, bah, posez-vous les questions. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que mon bandit de contexte devient trop gros ou pas? Voilà. Si en gros vous rajoutez d'un seul coup 5 objets dans votre bandit de contexte, en général vous n'êtes pas bon. Mais voilà. Ouais. Tu vas me dire, prenez le temps. Est-ce que quand tu as une deadline forte, du coup, DVD, c'est ce que je disais, hein. C'est compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas sur la phase de conception, il faut une prise de temps. C'est vraiment, là-dessus, c'est important. Là, typiquement, c'est un peu une des difficultés qu'on a chez mon client actuel. C'est justement d'arriver à prendre le temps sur cette phase de conception. Le projet a démarré techniquement avant que la conception soit finie. Alors, c'est normal aussi, hein, on peut démarrer sur des sous-périmètres. Typiquement, tu peux commencer par concevoir certaines pièces, certaines briques, et puis tu te gardes d'autres briques pour plus tard. Tu sais que tu ne le feras pas tout de suite. Donc voilà, tu n'es pas obligé.
Typiquement, on évite encore une fois le cycle en V. Hein. Tu peux concevoir ton premier contexte, être à peu près sûr que ton premier contexte il est valide, tu lances les développements sur le premier contexte, et puis tu lances la boucle. Et puis après, tu feras le deuxième, puis le troisième, puis voilà. Si effectivement tu essaies de tout concevoir dès le début, ça va prendre un peu de temps. Hein. Mais voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous en tout cas. Et puis merci aux personnes qui étaient à distance.